Passons maintenant donc à une double question sur le pacte de Marrakech. Bonsoir François Asselineau. Est-il possible d'annuler le pacte de Marrakech et si oui, par quels moyens ou quelles conditions? Merci. Monsieur Asselineau, j'ai lu le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Selon votre analyse, le terme régulière impliquerait que les migrations devraient être constantes dans le temps. Il me semble qu'il est plutôt question de faire la distinction entre migrants réguliers et migrants irréguliers. Qu'en pensez-vous? Alors, sur le deuxième terme, non, sur le mot migration surordonnée et régulière, je ne pense pas que ce soit la bonne acception. En tout cas, si j'ai bien vu, j'ai bien lu les réponses, parce que des dirigeants des pays qui ont refusé, ça ne fait pas de doute que ça n'est pas la bonne lecture que cet internaute fait. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas très bien que ce pacte pacte mondial des migrations surordonnées et régulières, est censé être non contraignant. C'est ce que le gouvernement et tous les médias à satiété ont répété, mais non, mais c'est pas contraignant, c'est pas contraignant. Premièrement, c'est un peu bizarre comme seul argument de vente, si j'ose dire, de dire on signe un truc, mais vous en faites pas, ça sert à rien. Si ça n'est pas contraignant, si ça sert à rien, pourquoi le signer? Pourquoi est-ce qu'il existe? C'est quand même la palissade que je dis. Donc ça n'est pas vrai. Bien sûr que formellement, juridiquement, ça n'est pas contraignant à l'instant T, mais c'est exactement comme les décisions de la Commission européenne. On nous dit mais non, ce sont les États qui décident. La Commission, ce ne sont que des petits fonctionnaires qui présentent des projets aux chefs d'État et de gouvernement. Du point de vue strictement juridique, ça n'est pas faux, mais la pratique bureaucratique, administrative, la pratique fonctionnaliste de ce système, c'est ce que l'on appelle la pression des pairs, c'est-à-dire que si vous êtes un des 28 chefs d'État et de gouvernement, vous ne pouvez pas, quand il y a un sommet, si on vous présente 40 sujets, dire non à tous les sujets, parce que sinon vous allez être dans une situation de blocage complet, vous aurez une pression considérable. Ça veut donc dire qu'il y a cette pression pour aller de l'avant. Ce système est très très au point aux Nations Unies. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à l'origine, était une déclaration non contraignante. Et puis petit à petit, avec le temps, elle s'est transformée par des amodiations, des amendements. Elle s'est transformée en un processus contraignant. D'autant plus d'ailleurs qu'elle s'inscrit dans le cadre onusien et que vous avez des juges par exemple à la Cour internationale de justice ou des juges dans des domaines nationaux qui peuvent s'inspirer en termes de jurisprudence des espèces de valeurs générales imposées par ces déclarations. Alors, je signale également donc que lorsque ce pacte a été approuvé à Marrakech, il y a 10 États qui ont refusé de l'approuver. Et après avoir été approuvé à Marrakech, la France l'a fait approuver par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Quelques jours après, c'était le 19 novembre, ce pacte a été endossé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, parmi lesquelles la France a approuvé. Alors, aux Nations unies, il n'y a que 5 États qui l'ont refusé. Les États-Unis, qui ont voté contre, plus exactement, les États-Unis, la Pologne, la Hongrie, Israël et le dernier État. J'ai un petit doute sur le dernier État. Je ne me rappelle plus très bien. C'est peut-être un pays de l'Est, la République tchèque, je crois. Voilà. 5 États qui ont voté contre. Et il y en a une dizaine d'autres qui se sont abstenus volontairement. Ils n'ont pas voté contre parce qu'ils savaient que le pacte serait voté par une majorité. Ils ne voulaient pas apparaître comme étant dans une minorité. Mais ils se sont abstenus. Ça veut dire que ça ne s'appliquera pas chez eux. Et donc, il y a, notamment dedans, il y a l'Algérie, l'Italie, la Suisse, la Lettonie, je crois, le Chili, la Libye, voilà, je dois en oublier quelques-uns. Alors, quand on va écouter ce que disent l'Australie aussi, je sais pas si je l'ai dit, voilà. Quand on écoute ce que disent les responsables, les dirigeants des pays qui soit ont voté contre à New York, soit se sont abstenus, ben je renvoie cet internaute. On va d'ailleurs publier dans les tout prochaines heures, d'ici 48 heures, on va publier un document qui a été élaboré par un de nos adhérents qui est diplomate au Quai d'Orsay et par moi-même,
On va publier un document qui fait le point très précisément sur cette question. Vous verrez que le Premier ministre australien, le Premier ministre israélien, les autorités chiliennes, les autorités américaines, etc., ne se font aucune illusion. L'adjectif régulier ne s'applique pas à une régularité du point de vue juridique, mais s'applique d'une façon à la régularité du point de vue de la cadence. Il est intéressant de regarder ce pacte parce que quand on le regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a 23 objectifs dedans qui sont quand même extrêmement détaillés, précis, et qui d'ailleurs ont des conséquences en matière financière pour les États qui s'engagent petit à petit à les poursuivre, qui sont tout à fait importantes. Alors il y a une question qui m'a été posée aussi, c'est de savoir est-ce que l'on peut en sortir. Oui, on peut en sortir. Eh bien, tout simplement, là, il ne s'agit pas, comme le traité n'a pas été ratifié au sens stricto sensu. Normalement, pour un traité, il y a une clause de dénonciation. Par exemple, l'article 50 pour le traité de l'Union européenne, ou bien l'article 13 ou 16 pour le 13, je crois, pour le traité de l'Atlantique Nord, le traité de l'OTAN du 4 avril 1949. Là, il y a des clauses, il y a des articles qui précisent comment on en sort. Dans ce pacte que j'ai lu, je n'ai pas vu qu'il y avait une clause de dénonciation. Donc, dans le premier cas, quand il y a un vrai traité, il y a le processus avec ratification, et puis on dépose l'instrument de ratification, c'est-à-dire les textes signés par l'État. En général, c'est au secrétariat général de l'ONU à New York. Et quand on s'en va, eh bien, on dépose un autre instrument qui est la mise en œuvre de la clause de sortie. Là, il n'y a pas de clause de sortie officielle. Donc, c'est une simple dénonciation. Un État dit, voilà, j'ai décidé de me retirer de ce pacte. C'est exactement ce qu'avait annoncé un certain nombre d'États avant la signature. Mais c'est ce qu'a également annoncé, il y a un cas qui confirme ce que je viens de dire, c'est le Brésil, puisque le gouvernement brésilien actuel, qui est en fin de mandat, a décidé d'approuver le pacte à Marrakech et de le signer, de voter pour, plus exactement, à New York le 19 décembre. Mais le nouveau président de la République du Brésil, M. Bolsonaro, a fait savoir par son ministre des Affaires étrangères que dès qu'il entrera en fonction, c'est-à-dire dans quelques jours, en janvier 2019, eh bien, l'un des premiers actes juridiques de son gouvernement, ça sera de faire sortir le Brésil du pacte des migrations. Donc on peut en effet en sortir.